Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 avril, vendredi le 3 avril 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vous avais promis hier un programme double, comme au baseball. Et puis finalement, je travaille très fort ces temps-ci. Eh bien oui, ça m'arrive. Des petites journées de 12-13 heures, parfois 14 heures. Et pour réaliser toutes les choses qui me tiennent à cœur, eh bien, il faut travailler. Il faut que je travaille fort. Alors, je vous ai raconté que je suis allé au lancement au Goethe-Institut du dernier livre de VLB, Victor Lévy-Beaulieu, consacré à Friedrich Nietzsche. Et après, j'ai assisté à une causerie animée par un spécialiste, peut-être le spécialiste de Beaulieu, Jacques Pelletier. Et tenter de modérer les ardeurs d'un Beaulieu n'est pas évident, parce que Beaulieu est un génie, un des génies de notre pays, notre nation, celle en son sein. Un authentique génie, un homme, un surdoué, un bourreau de travail également. Il ne s'agit pas juste d'être brillant, il faut encore se donner les moyens de donner toute la mesure de sa douance. Sans travail, nous ne parvenons à rien. Il a révélé un certain nombre de choses sur Nietzsche qui m'ont laissé dubitatif. Nietzsche n'aurait jamais fait l'amour, peut-être, si ce n'est avec sa sœur. C'est un peu le dernier thème également du dernier roman de Philippe Solers, L'école du mystère, où je crois comprendre que Solers aurait eu une sorte de liaison, probablement platonique, mais assurément amoureuse avec sa sœur aînée, et que l'amour entre un frère et une sœur, eh bien, ça peut aller assez loin. Alors donc, Nietzsche aurait peut-être fait l'amour avec sa sœur, mais assurément, il aurait eu des relations homosexuelles avec des jeunes hommes, de très jeunes hommes, sous la recommandation même de son médecin qui lui aurait conseillé, pour ce faire, d'aller dans le sud de l'Italie où les mœurs seraient plus libres, plus légères pour ce type d'amour. Enfin, c'est ce qu'a affirmé Beaulieu. On ne peut douter de la véracité, je pense, des propos de Beaulieu, car Beaulieu est un extrêmement grand lecteur. Et il a lu, il a relu, il a étudié. Il nous disait qu'il écrivait sans notes, qu'il écrivait au fil de ses lectures, et qu'il avait une lecture, il avait une vision des livres, qu'il pouvait se souvenir, il avait une mémoire photographique, qu'il pouvait se souvenir d'une page lue, et bien des années plus tard, retrouver le passage. J'aimerais être doté d'une telle mémoire. Moi, je n'ai plus que la mémoire de titre et d'auteur. On me donne un titre, je donne l'auteur. Je suis une sorte de Grégory Charles de la librairie, une sorte de disque dur fait cher. Pas nécessairement une bonne chose. Et je m'aperçois que ma propre mémoire de ma vie privée eh bien, est en train de céder sa place à des rayonnages de bibliothèque. Hier, non, il y a quelques jours, là, non, le jour du lancement de Beaulieu, nous sommes allés, mon amoureuse et moi, acheter une webcam que nous allons installer dans son atelier. Et j'ai acheté il y a 2 semaines encore, il y a 2 semaines déjà, un portable que je me prépare à installer dans la librairie. Alors, bientôt, ça va être bienvenue dans l'atelier enchanté et bienvenue dans ma librairie, car je suis de moins en moins chez moi. Le salon est rempli de cartons de livres. J'ai une espèce de petit entrepôt derrière la librairie, je veux dire, attenant, jouxtant ma librairie qui est remplie d'environ 200 cartons de livres. J'en ai ramené les 2 tiers qui sont dans mon salon, désertés. Plus de chat, plus rien. J'ai même fermé le chauffage. Je suis une sorte d'exilé amoureux. L'exil dans l'amour, c'est le bonheur.
Je vous dirai bientôt comment l'amour aujourd'hui est devenu très difficile en Occident en 2015. Nous ne savons plus aimer, ça va de soi. Mais surtout, les conditions ne sont plus tout à fait réunies pour l'amour-passion, l'amour-fusion. On nous conseille toujours de garder son quant à soi, sait-on jamais. Il vaut mieux toujours avoir un œil sur la sortie. Et le lendemain, non, le jour même, voilà où j'en suis. Le jour même, je me suis porté acquéreur d'un lot chez un universitaire érudit, une espèce de savant, ben pas une espèce de savant, un savant, qui me racontait que lorsqu'il était aux États-Unis, il a fait la rencontre de Saul Alinsky. Qui est Saul Alinsky? Eh bien, Saul Alinsky, c'est l'incarnation du militant. C'est un organisateur de grève, c'est un intellectuel de terrain, c'est un agitateur social, c'est un travailleur communautaire doublé d'un sociologue. Pour bien travailler sur le terrain, évidemment, il faut connaître le terrain, ses habitants, les habitations, les lieux, l'espace, la façon dont la géographie est ordonnée. Et on lui doit ce célèbre ouvrage, qui est un ouvrage de militantisme de terrain, Être radical, manuel pratique pour radicaux. Alors évidemment, nous, indépendantistes, eh bien, il va falloir qu'on réfléchisse très fort comment réveiller l'ardeur d'une population qui est de plus en plus apathique. Si l'amour est devenu difficile en Occident, eh bien, le politique qui nous est nécessaire, eh bien, lui, est également difficile. Hillary Clinton a fait sa thèse sur Saul Alinsky. Et Barack Obama, qui est également natif de Chicago, comme Saul Alinsky, eh bien, a été très, très influencé par la manière de faire et les méthodes d'Alinsky. Surtout pour la première élection, on s'en rappelle, en 2008, où Obama avait été l'un des premiers politiciens à utiliser adéquatement les réseaux sociaux. Et ben, c'est assez ironique de penser que l'école de Chicago, finalement, hein, eh bien, l'autre école de Chicago, du libéralisme économique pur et dur, eh bien, Obama, une fois au pouvoir, eh bien, s'est entouré des tenants de cette école, les gars de Wall Street. Très difficile de faire avancer les choses. Obama a pris le pouvoir, nécessaire de prendre le pouvoir pour faire avancer un certain nombre de choses. Le pouvoir est nécessaire pour défendre, pour faire avancer quelques-unes de nos idées. Et Obama a dû ramer très, très, très fort pour ce faire. Je salue ici les accords qui ont été faits avec l'Iran pour que l'Iran s'engage à ne pas fabriquer d'armes nucléaires conventionnelles. Je suis moins enthousiaste quant à la poursuite de l'utilisation du nucléaire comme source d'énergie, mais enfin, je connais quelqu'un, une très, très jeune femme, très, 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 très jeune, c'est pas une jeune femme, c'est une jeune fille, qui pourrait vous expliquer les avantages du nucléaire. Peut-être un jour, je l'inviterai dans ma bibliothèque pour vous parler des avantages du nucléaire. Elle a eu un débat cet hiver dans sa classe. Et elle a fait mouche avec quelques-uns, avec quelques arguments assez réfléchis. Et donc, Saul Alinsky, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Eh bien, il aurait planifié, il aurait convaincu Martin Luther King de convaincre Rosa Parks. Vous savez, à Montgomery, le 1er décembre 1955, elle a refusé de céder son siège à un banc. Elle a refusé de céder son banc à un blanc. Voilà. Et puis, ça a donné que le mouvement anti-ségrégationniste aux États-Unis a pris de l'ampleur. Moi, j'ai cru jusqu'à cette rencontre, jusqu'à cette information-là, j'ai cru que ça avait été un mouvement, ça avait été une réaction spontanée de Rosa Parks
Mais en fait, ça avait été conçu par Saul Alinsky, qui avait conseillé Martin Luther King d'utiliser cette stratégie. Voilà ce que m'a révélé ce prof érudit. On apprend des choses dans ce métier de libraire où entre deux réflexions sur Dostoïevski, qui est un grand amateur de Charles Dickens, toujours cet universitaire-là me révélait travailler sur The Great Expectation, que les traducteurs ont traduit par De Grandes Espérances, ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans les Grandes, qui est un très, très, très grand livre. Je vous recommande la lecture de Charles Dickens, naturellement. Et Dostoïevski était fou de Dickens, c'était son modèle, un modèle à la fois d'implication sociale et un modèle aussi d'écrivain, un modèle d'écriture. Cette époque où les écrivains étaient à la fois des consciences sociales, non pas seulement que des pourvoyeurs de distraction. Et enfin, eh bien, j'ai reçu aujourd'hui la visite de Luc Quintal, qui aurait bien des choses à dire sur le monde de l'édition. Je n'en dirai pas davantage. C'est un homme très modeste, très humble, qui ne souhaite pas se mettre de l'avant. Je l'exhorterai gentiment, cependant, à faire preuve de moins de retenue, car l'espace public est occupé par des individus qui, eux, n'hésitent pas à nous infliger leur turpitude et leur insignifiance. Et lorsqu'un homme a quelque chose à dire, je pense qu'il est de son devoir d'ouvrir la bouche. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais on n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour plaire à un certain nombre de gens qui nous entourent et que nous entourons également. Alors, il publie un livre. Je peux en parler. Alors, c'est un livre consacré à Marie Labrec du Chéneau, une famille au cœur des familles agricoles. Une femme au cœur des familles agricoles. Alors, elle a fondé un organisme qui vient en aide aux fermiers et aux fermières, qui vivent beaucoup de difficultés en milieu rural, beaucoup de séparations, beaucoup de suicides. La terre nourricière traversée par des autoroutes et la terre nourricière qui est devenue une grosse business. Il n'y a plus beaucoup de poésie. Eh bien, c'est un métier difficile, un métier exigeant, celui d'agriculteur. Et ça a été publié, évidemment, aux éditions Trois Pistoles, car Beaulieu est une sorte de Saul Alinsky pentagruélique. Énorme. Un Saul Alinsky homérique, aurais-je envie de rajouter. Alors, je me prépare à revenir sur une base quotidienne. Je nous manque, mais je vais me déplacer. Je vais maintenant faire des vidéos un peu partout, car je suis devenu un lecteur migrant. Je suis exilé hors de ma bibliothèque. J'ai révélé à Luc Quintal qu'il cherchait l'endroit où étaient enregistrées les vidéos. Il m'a demandé c'est où que tu enregistres les vidéos. Eh bien, il a été étonné d'apprendre que les vidéos sont enregistrées dans cette bibliothèque. Attendez, peut-être je vais vous faire un petit... Ouais, tenez. On va faire une petite, pas une visite guidée, mais je vais faire un traveling sur ma bibliothèque. Sur une partie de ma bibliothèque, je ne sais pas ce que ça donne. Vous voyez? Ça fait longtemps que je ne suis plus là. Voilà. Une toute partie, parce qu'il y a plusieurs pièces. J'aime bien mettre des livres comme ça, comme des décorations. Alors ici, vous avez celui de Cécile Ladjali. Ma bibliothèque, lire, écrire, transmettre. En toute candeur de Kenneth White, mon amoureuse. Jean le Duc, Crazy Brocoli. Et l'exécution du testament de Sade, de Jean-Marie Apostolides, paru à la compagnie à numéro.
ma maison d'édition, auquel je vais consacrer beaucoup de temps dans l'année, pas cette année, mais il y a quand même quelques ouvrages qui paraissent, dont un qui va être lancé dans quelques jours dans ma librairie. Je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler, je vais vous en reparler d'ici peu. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite. Et demain, peut-être, oui, demain, samedi saint, eh bien, je vais venir faire un tour dans cette bibliothèque désertée, enténébrée, mais pourtant bruissante, vibrionnante de tous ces penseurs qui sont couchés, endormis dans le silence de la nuit. Cette nuit, un livre pas lu, mais est un livre quand même qui existe. Je parlerai aussi dans le futur un peu plus de mon métier de libraire, surtout quand je vais commencer à les enregistrer, ces vidéos, dans ma librairie. Après 20 ans de métier, j'ai décidé de devenir un peu plus commerçant. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Merci, bonne journée et bon vendredi saint.